deuxième partie de ce débat, les objectifs. Avec quels objectifs parler de tout cela? Bon, alors évidemment, les objectifs, il y a plusieurs dates. Elles sont toutes importantes. Elles se suivent avec à chaque fois des nouveaux objectifs fixés. Mais j'ai la sensation que plus on fixe des objectifs, moins on les atteint. Alors certes, l'extrême pauvreté est en recul, certes, l'électrification progresse, le niveau de vie globalement augmente, même s'il reste quand même quasiment 1 milliard d'individus qui vivent avec moins d'1,80 $ par jour. Mais bon, au hasard, enfin, presque. Les objectifs du millénaire en 2000, Monterrey en 2002, Bruxelles, Istanbul avec l'objectif de 0,15 à 0,20% du PIB pour les pays les moins avancés. Évidemment, Addis Abeba avec de nouveaux objectifs fixés pour 2030. Mais bon, quelle réelle efficacité, quelle réalité dans l'atteinte de ces objectifs, Pascal Cherki? Oui, je voulais juste rajouter un petit complément de 30 secondes. Bien évidemment... Pas sur le programme. Non, mais quand d'ici 2022, nous aurons atteint les 0,7, nous ferons comme en Grande-Bretagne une loi. Ça deviendra donc une obligation de le mettre dans chaque budget. Voilà. Parce qu'en même temps, il faut penser que d'autres nous succéderont et il faut l'inscrire dans la loi. Bien évidemment, à partir du moment où on augmente l'aide publique au développement, on peut plus facilement atteindre tous les objectifs. Et je le disais tout à l'heure, il faut que nous reconcentrions une partie de notre aide plus importante dans les PMA et notamment dans les pays du Sahel. Pourquoi je dis ça? Parce que la France, bien sûr, doit agir partout. J'ai vu que grâce aux prêts qu'on avait développés, on pouvait financer dans le cadre de l'APD le Brésil, qui était le 4e bénéficiaire ou récipiendaire de l'APD en France, puisqu'il est grand consommateur de prêts. C'était le cas de la République dominicaine, ça a été le cas de la Colombie. Il faut bien évidemment avoir des liens avec les pays d'Amérique du Sud. Mais notre responsabilité principale, d'abord, et quand je dis responsabilité, il n'y a aucun principe de supériorité, c'est un choix, c'est l'Afrique. Voilà. Ça doit être l'Afrique et la bande sahélienne. Bon, parce que la politique étrangère de la France, ça ne peut pas simplement de faire des OPEX à 1 milliard pour essayer de stabiliser la bande sahélienne pour éviter à un moment donné qu'il y ait une dérive terroriste. Bon, je veux dire, moi, on sait qu'il n'y a pas de sécurité durable dans ces zones s'il n'y a pas de développement. Et donc, c'est notre priorité. Ça doit être une priorité. Donc, il faut qu'on travaille... Vous faites un lien direct entre aide au développement et maintien de la sécurité, la sécurité en Europe ou de la sécurité dans ces pays-là? Partout. Je veux dire que si les gens n'ont pas de perspective de développement, au bout d'un moment, vous créez des tensions telles dans ces sociétés que ça peut dégénérer. Voilà. Donc, il n'y a pas de paix et de sécurité durable s'il n'y a pas de prospérité et de prospérité partagée. Et ça, j'assume cela. On ne règle pas les questions uniquement par l'envoi de force. Ce n'est pas possible. Donc, la question stratégique, ça doit être la question d'un nouveau partenariat avec l'Afrique. Je pense que c'est de ça qu'on part au départ. Et quand je dis nouveau partenariat, d'égal à égal. D'égal à égal. Voilà. D'égal à égal, ce n'est pas une version nouvelle du néocolonialisme ou de la France-Afrique revisitée que doit être l'aide au développement. D'égal à égal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut partir de l'analyse des réalités de ce qui se passe en Afrique. C'est un continent de mobilité. Il faut l'assumer. C'est bien. Quand vous voyez les études, notamment au niveau de la CEDEAO, qu'est-ce qu'ils vous disent dans la CEDEAO? Que 70 à 80% des migrations dans cette zone de la CEDEAO sont au sein de la zone de la CEDEAO. Au sein de cette zone. Donc la question qu'on doit avoir, c'est une approche globale par rapport à cette zone et de l'aider. Pourquoi? Parce qu'il faut aider les complémentarités dans cette zone. C'est-à-dire que le développement de la zone sahélienne, il ne peut pas être pensé indépendamment de ses voisins dans cette zone. Je vais prendre un exemple. Au Maghreb, 100% des terres irrigables potentiellement sont irriguées. Au Sahel, il n'y en a que 20%. Pourtant, le Maghreb aujourd'hui est importateur net de denrées alimentaires. Est-ce qu'il n'y a pas une complémentarité à développer en permettant à la zone sahélienne de se développer et de pouvoir avoir une approche globale sur la question de l'autosuffisance alimentaire dans cette zone? C'est quand même mieux de faire ça que de faire ce que veut faire l'Union européenne, et là on sera d'accord, des traités de libre-échange inégalitaires avec l'Afrique comme ils sont en train de les renégocier. Et avec le fait qu'on est en train de créer les conditions d'araser complètement l'agriculture dans toute une partie de l'Afrique, parce que vous allez voir quand les multinationales de l'agroalimentaire européenne vont débarquer en Afrique, ils ne pourront pas résister.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer derrière si vous n'êtes pas capable de créer les conditions de l'autosuffisance alimentaire pour les populations? Vous aurez des migrations, vous aurez des tensions. Bon, donc c'est une nécessité de le faire et de l'aider. C'est pour ça qu'il faut qu'on le reconcentre. Et cette stratégie, elle doit bien sûr s'accompagner dans une stratégie européenne. Donc la question, on peut dire on va dénoncer les traités, tout ça, etc. Nous, on vous a dit, cher ami, comment nous allions appréhender avec énormément de souplesse le critère des 3%. Voilà. Mais l'enjeu, c'est d'entraîner l'Europe là-dedans. Parce qu'on fait ton plan B, et après tu fais ton plan D comme le départ. Bon, tu fais comment? D'abord, tu ne règles pas à toi tout seul le problème de la dette des pays pauvres. Deuxième élément, tu ne règles pas le problème de tes voisins, notamment de la dette de M. Tsipras, que moi, comme toi, j'ai soutenu, mais à qui je ne m'engueule plus, comme toi. Bon, et tu ne règles pas le problème de l'investissement de l'Europe en direction de l'Afrique. Si tu n'es plus dedans, tu fais comment? Bon, or, il faut que l'ensemble de l'Union européenne ait ce partenariat avec les pays africains. Il faut qu'elle mette de l'argent sur la table en le faisant comme ça, pour permettre la sécurisation des investissements faits en Afrique par les Africains, la circulation des biens et des personnes et les investissements massifs dans les infrastructures transrégionales. C'est fondamental de le faire, bon, et de le faire dans cette approche avec eux. Et en accompagnant aussi, je terminerai par là, le développement des locomotives dans cette zone de la CEDEAO que sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Nigeria, la Tunisie. Bon, pour qu'il y ait un ensemble cohérent qui se mette en place progressivement et qui puisse s'auto-développer. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. Bon, et de le faire comment? Et j'en terminerai par là. De le faire en développant l'expertise. L'expertise, la nôtre, on en a. Il y a beaucoup de coopération décentralisée d'ailleurs qui est faite et des coopérations internationales financées au départ par l'État, c'est très bien, par des projets. Et puis il y a aussi l'expertise dans ces pays-là. Voilà. Il faut aussi permettre aux sociétés civiles, dans ces pays-là, au sens large, d'avoir les moyens de porter cette expertise et de pouvoir définir quels sont leurs besoins. Et ce sera mon dernier mot, en tenant compte aussi des évolutions qu'il y a. Bon, et c'est là où je reviens sur la question éthique, en étant attentif, même s'il faut avoir un dialogue avec les États, attentif aux mobilisations de la nouvelle génération qui se monte en Afrique, comme il y a eu le mouvement au Burkina Faso, comme il y en a le mouvement Y en a marre au Sénégal, comme il y a le mouvement en République démocratique du Congo. Il faut aussi qu'on accompagne les sociétés civiles dans ces transitions qu'il faut porter. Bon. Et donc c'est cette approche globale qu'il faut le faire. Et j'en terminerai par là. À l'arrivée, ça demande des espèces sonnantes et trébuchantes. Voilà. Donc on en revient toujours à ça. Il faudra à un moment donné que nous, les pays riches, on passe à la caisse. Georgi Kuzmanovic, pardon. Oui. Sur l'interpellation de Pascal Cherki, à l'instant. Bien, oui, il faut un partenariat d'égal à égal avec les pays, en particulier d'Afrique. Nous pensons qu'il faut, on l'a marqué clairement, dans le programme Faut sortir de la France-Afrique. Je suis étonné par l'interpellation sur les traités, en particulier de Tsipras. C'est très étonnant parce que il y a 5 ans, pendant la campagne présidentielle, Tsipras nous appelait Jean-Luc Mélenchon tous les jours pour savoir comment accéder au pouvoir. Au moment où juste avant la victoire contre Papandréou, François Hollande, contrairement à l'aide que supposait à recevoir Tsipras de François Hollande, a appelé à voter contre Syriza. Et c'est seulement une fois qu'il a trahi ses engagements, le 11 juillet 2015, et il s'est retrouvé à devoir accepter les directives de la Troïka et de l'Eurogroupe et de se retrouver avec une dette qui ne fait que croître et s'aborder définitivement son pays, oui, mais qui est devenu l'ami à nouveau du Parti socialiste. Bon, voilà, donc c'est tout à fait clair comme situation. Mais je rappelais sur les APE, mais c'est très intéressant ce qu'a dit M. Cherki, il a raison. Les pays de la CEDEAO, je crois, CEDEAO, ont critiqué les APE qui ont ravagé l'agriculture dans ces pays-là. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'on ravage l'agriculture, par exemple, de la Jamaïque, qui était bénéficiaire, ou les cultures paysannes et vivrières d'Afrique de l'Ouest, que j'ai bien connues à l'époque où ça fonctionnait, et maintenant on leur impose, on leur vend à faible coût des denrées fabriquées, subventionnées en Occident et aux États-Unis grâce au traité de libre-échange. Donc c'est ça qui est à remettre en compte. On peut parler même quand ils respectent les traités de libre-échange comme le Mali et qu'ils attaquent les États-Unis sur la production de coton, ils se font attaquer leur monnaie parce qu'ils avaient raison par rapport au traité de libre-échange. Donc c'est une guerre qui est menée des puissants contre les riches, aussi bien dans nos pays qu'entre pays du Nord et du Sud. Et vous disiez tout à l'heure qu'on parlait peu dans cette campagne de ces questions-là. Je voudrais
demander aux journalistes, mais pourquoi est-ce que les journalistes ne font pas le focus sur cette question-là? Le soir, lors du débat à TF1, ça a été expédié très rapidement en fin de discussion. Mais je voudrais dire quelque chose que peut-être peu de gens savent ici, alors qu'il y avait le débat sur le CETA. Parce que pareil, je demandais, le CETA va nous contraindre à ne pas pouvoir mener certaines politiques d'aide au développement avec les pays africains. J'aimerais bien voir comment on le fera. On le fera une fois qu'il sera mis en place. Au moment où la Wallonie résistait, au moment où les journalistes s'intéressaient à ces questions du CETA, qui étaient restées assez secrètes, Jean-Luc Mélenchon était à l'ONU. C'était le seul chef, j'allais dire chef d'État, mais pas chef d'État, mais c'était le seul politique présent dans une négociation internationale, deuxième ronde des négociations de l'ONU, pour mettre en place un contre-traité de libre-échange imposant des conditions, des clauses environnementales et sociales aux multinationales. Négociations auxquelles les États-Unis ne participent pas et auxquelles l'Union européenne refuse de participer. J'aimerais bien savoir que les autres candidats, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Est-ce qu'on renforce l'ONU? Est-ce qu'on renforce les acteurs internationaux pour venir réellement en aide aux pays en développement en contraignant et pas en libéralisant de plus en plus? Là, c'est la vraie question. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, nous sommes contre la conditionnalité de l'aide au développement, c'est clair et net. Aussi bien pour les questions de migration que de terrorisme. Ça a commencé à être lancé, je crois, dans l'équipe de Fillon, de M. Fillon. Mais également, pourquoi privilégier l'affaire? Je comprends, l'État français peut faire un effort supplémentaire, mais il faut tisser une plus grande relation entre l'État et les ONG, et puis laisser les ONG qui savent, qui connaissent. Venant de ma part, ce n'est pas du blabla, puisqu'on l'a fait. Donc, on sait quelle est la valeur des ONG et leurs compétences concrètes pour délivrer l'aide publique au développement là où il le faut, dans les pays les moins avancés. Eh bien, il faudrait qu'il y ait des institutions, nous proposons de les mettre en place, transparentes, où les ONG participeraient très fortement à la décision du délivrement de l'aide publique au développement. Christian Cambon, je vois, vous étiez assez d'accord, et c'est assez rare pour être signalé, avec Pascal Cherki sur la question des agricultures de ces pays, soit les pays les moins avancés, soit les pays en voie de développement qui sont menacés par l'Organisation mondiale du commerce. Je ne parle pas de l'organisme en lui-même, mais la façon dont les choses sont organisées. Et à l'instant, Georgi Kuzmanovic parlait justement de l'attitude des États-Unis. C'est vrai que États-Unis, Japon, Canada sont des pays sur lesquels on pourrait compter en termes de contribution, mais qui s'exonèrent assez facilement des objectifs fixés par la communauté internationale. Alors, je reviens un instant sur ce qu'a dit Pascal Cherki, et je lui donne 2 fois raison, à la fois pour la sécurité et à la fois pour l'agriculture. Et du reste, l'un et l'autre se complètent tout à fait. En effet, un pays qui vit dans une instabilité permanente et un pays qui ne mange pas à sa faim ne risque pas de décoller et de faire en sorte de sortir du sous-développement. Et je crois que dans les différents objectifs qu'on doit poursuivre, bien sûr, il y a l'éducation, bien sûr, il y a la santé, bien sûr, il y a la gouvernance. Mais, et là, moi, je rejoins un peu la thèse de Mikhaïlov, bien connue, sur le thème que l'agriculture doit faire l'objet d'une mobilisation. Or, je rappelle que les contributions de l'aide au développement sur l'agriculture sont passées de 15% à 7%. Or, si les gens ne mangent pas à leur faim, permettez-moi de dire, c'est la problématique de l'eau, un sujet que je connais bien, dont je dirais un tout petit mot tout à l'heure, parce que moi je voudrais qu'on parle aussi des acteurs qu'on ne mobilise pas suffisamment dans notre pays, parce qu'on peut toujours demander aux autres de contribuer. Mais aussi on a des forces en nous, sur notre territoire et en Europe, qu'on pourrait bien mobiliser. Donc je crois que l'agriculture, l'aide à s'alimenter, et non pas l'aide alimentaire, ce qui est un concept tout à fait différent, l'aide à savoir s'alimenter est absolument essentielle, et que s'il est un pays qui a des responsabilités, qui a un savoir-faire, qui a une compétence et qui peut, et je sais que nombre d'entre vous le pratiquez sur le terrain, c'est franchement l'agriculture pour faire en sorte que ces pays puissent se développer. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Le Niger, 3 millions d'habitants lors de l'indépendance, 45 millions d'habitants en 2035, 90 millions d'habitants en 2050. 8% actuellement des terres sont en état d'être exploitées sur le plan agricole. Alors là, voilà des défis concrets. On voulait des chiffres, en voilà. On peut véritablement se mobiliser. Et encore une fois, je trouve que la France devrait faire quelque chose. Alors, comment peut-elle faire? Moi, je veux parler
du rôle des collectivités territoriales. Car les collectivités territoriales sont, me semble-t-il, sont très peu sollicitées alors qu'elles le pourraient beaucoup. Moi, je prends un exemple bien modeste. Je vice-préside le syndicat des eaux d'Île-de-France. Un certain nombre d'entre nous le connaissent. Ça fait 25 ans qu'on a mis en place le 1 centime d'euros par mètre cube. Avant, c'était 1 centime de franc. On est passé à 1 centime d'euros. On a multiplié par 6. Avec 1 centime d'euros par mètre cube prélevé, nous développons aujourd'hui 300 millions d'euros que nous avons, 3 millions d'euros que nous avons la possibilité de mettre en œuvre dans les pays en voie de développement qui souffrent de cette pénurie d'eau, les 750 millions que vous évoquiez tout à l'heure. En l'espace de 25 ans, c'est 4,5 millions de gens qui, en Asie, en Afrique, à Madagascar, boivent une eau de qualité de matière pérenne. Nous sommes un très petit nombre de syndicats intercommunaux dans le domaine de l'eau à faire cela. Imaginons que toutes nos organisations, toutes nos régions le fassent. Mais d'ores et déjà, ce n'est pas 3 millions, c'est 20 millions, c'est 100 millions qu'on pourrait apporter à ce problème essentiel au cœur de toute la problématique du sous-développement, qui est l'accès à l'eau potable. Ça, c'est pas très compliqué. Il suffit un peu de bonne volonté, il suffit de convaincre. Nous, on fait ce qu'on peut, on fait des colloques, j'en fais au Sénat pour dire, écoutez, 1 centime par mètre cube, c'est 1 euro par famille et par an. C'est même pas le prix d'un bic. Alors quand même, ça vaut quand même la peine d'y réfléchir. Du reste, maintenant, partout on l'explique dans nos communes, les gens acceptent tout à fait, sont même très heureux qu'on leur rende compte de ce que l'on fait. Et croyez-moi, quand on va sur place et qu'on voit le résultat. Donc moi je dis, mobilisons-nous, mobilisons au sein de notre propre pays d'autres forces. Parce que, je m'en excuse pour mon voisin, l'affaire de la suppression des dettes, très bien, 2200 milliards de dettes sur la tête des Français, 40 000 euros. Je rappelle que pour la seule année dernière, je le dis sous le contrôle de Pascal Cherki, je crois qu'on a emprunté encore 200 milliards qui nous ont permis de payer une bonne partie de nos fonctionnaires jusqu'à la fin de l'année. Donc, moi, je veux bien qu'on s'arrête de rembourser, mais dans ce cas-là, il ne faudra plus emprunter. Hein. Donc, est-ce qu'on pourra y arriver? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse aller à des solutions qui, bien évidemment, elles sont faciles d'accès. Mais Philippe le Bel, il avait les Templiers à griller, nous, on les a plus. Alors, donc, peut-être on peut faire griller les banquiers, cher Severino, dites-le à Macron. Mais, vous voyez ce que je... C'est une bonne idée, remarquez. Hein. Bon. Non, je plaisante. Il fallait bien qu'on détende, c'est l'heure où on s'assoupit. Et donc, je veux dire par là que allons vers de vraies solutions. Allons vers de vraies solutions qui nécessitent, et je pense que tout le monde est d'accord ici, un véritable effort. Eh bien, il y en a qui peuvent... On pourrait parler des entreprises, je ne veux pas monopoliser la parole. Il y a des entreprises qui peuvent aider beaucoup. Parce qu'il y a des entreprises qui profitent de ces marchés, de ces matières premières et de la transformation qu'elles en font. On peut aussi les solliciter. Et il peut y avoir des dispositifs, y compris fiscaux, qui les incitent et qui sont aussi producteurs. Mais justement, est-ce qu'elles ne se rachètent pas une bonne conscience à bon compte, ces entreprises? Bah, écoutez, il y a beaucoup effectivement, il y a beaucoup d'initiatives ponctuelles des entreprises, y compris des grandes entreprises du CAC 40, beaucoup d'implications de la part de leurs salariés. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour elles encore une fois, de s'acheter une bonne conscience? Écoutez, bonne ou mauvaise conscience, l'important c'est qu'elles payent. Moi, personnellement... Mais enfin, est-ce que l'important, c'est pas aussi qu'elles aient d'autres modèles de développement dans les pays qui en ont le plus besoin? On peut l'envisager, mais je pense qu'encore une fois, c'est comme un instrument de musique. Il y a toutes sortes de sons, il y a toutes sortes de notes et toutes sortes de combinaisons. Et je pense que les entreprises ne sont pas assez aidées. Alors, je ne veux pas mettre en comparaison de Bill Gates, parce que c'est un cas qui vaut un débat en lui seul. Mais je veux dire, on sait que c'est possible dans d'autres pays. Et vous parliez des États-Unis, pour faire le lien avec votre question. Aux États-Unis, les États-Unis font proportionnellement moins que ce qu'ils pourraient faire. Inversement, sur le plan privé, il y a des fondations qui font plus. Bill Gates fait plus que l'aide au développement français. Il faut quand même le savoir. Donc, moi, personnellement, je ne renonce à aucune aide quand il s'agit d'aider les pays en grande difficulté. D'accord. On fera une autre après-midi sur la question de l'entropie et de ces grandes entreprises. Oui, on va Jean-Michel, voilà. Jean-Michel Severino, quelles zones, quels pays sont prioritaires dans l'aide au développement pour votre candidat? Écoutez, je crois qu'on l'a dit à l'envi, hein, pour tous, arriver à remobiliser des sommes significatives sur le Sahel et sur les pays, les PMA et les pays les plus pauvres d'Afrique et d'ailleurs au-delà de l'Afrique. Mais pour nous, c'est vraiment le sujet africain qui est premier et notre priorité. Au passage, j'aimerais peut-être corriger une perception. Hélas, l'AFD ne crée pas sa propre monnaie.
ça serait bien. Et donc, elle ne choisit pas la répartition prêt et don. Cette répartition, les dons, le volume des dons, parce que je reviens sur un point sur lequel vous avez abordé, le volume des dons, il est strictement fixé par le gouvernement français. Et après, il est du ressort de l'AFD, à l'aide de son bilan, d'essayer d'avoir l'effet de levier le plus élevé possible pour, avec le capital qu'elle a en termes d'établissement bancaire, mobiliser des ressources financières sous forme de prêt. Donc c'est un sujet vraiment d'arbitrage gouvernemental. Donc je crois que clairement nous devons... Permettez-moi peut-être de me sortir un petit peu de mon rôle actuellement. On manie beaucoup de chiffres. Moi, ça fait depuis 30 ans que je travaille dans l'aide publique au développement et 30 ans que je milite pour ses budgets et pour sa mise en œuvre. Ce que j'ai vu année après année au cours de ces 30 années de militantisme et de professionnalisme dans ce secteur, c'est à quel point il était extraordinairement difficile pour tous les acteurs de système de gagner 100 millions d'euros, 200 millions d'euros, 500 millions d'euros dans les arbitrages budgétaires. C'est une crucifixion, je vous le dis à tous, parce que là, nous sommes un public de gens, parce que vous avez des représentants des différents partis politiques, différents mouvements, mais vous avez surtout des gens qui sont des militants de cette cause de l'aide publique au développement. Nous nous battons à l'intérieur de nos propres dispositifs pour faire passer ces priorités. Lorsque nous allons revenir dans le monde concret de la préélection, ça va être une bataille sanglante. Nous parlons là de faire croître l'aide publique au développement de 8, 10, 12 milliards d'euros dans les 5 ans qui viennent. Si vous pensez, si l'un d'entre nous ici pense que c'est un sujet fastoche, les doigts dans le nez, qui va se régler de façon simple, il se trompe. Donc nous allons mener, nous allons avoir à mener, et je pense que nous allons nous retrouver demain, une fois l'élection terminée, de manière transpartisane, en militant de l'aide sur les mêmes sujets. Donc, nous allons nous retrouver sur des combats qui vont être extraordinairement difficiles à mener parce que, encore une fois, ce sont des chiffres importants. Néanmoins, nous nous préparons tous et nous espérons tous que nous arriverons à faire se concrétiser dans cette bataille sanglante qui aura lieu ces augmentations massives de l'aide. Donc le sujet que nous avons, c'est où est-ce qu'il faut allouer ce différentiel qui va venir, quelles sont ses priorités. Et bien évidemment, il faut le faire en regardant vers l'historique, qui est les endroits que nous avons mal servis, ceux qui n'ont pas pu, des objectifs à la fois d'éthique et d'intérêt, je reviens sur cette dichotomie, qui ont été mal servis. Clairement, la bande sahélienne africaine et les pays les plus pauvres, je reviens là-dessus, on est, je crois, tous d'accord, font partie de ce sujet. Je crois aussi qu'il faut que nous pourrons assez facilement partager le fait que notre pays a gravement manqué à son devoir à la fois d'éthique et d'intérêt en sous-finançant la problématique de l'éducation. C'est une problématique qui est essentielle pour la croissance, c'est une problématique qui est essentielle pour la lutte contre la pauvreté, c'est une problématique qui est essentielle pour la place des femmes dans le développement, parce que nous savons qu'un grand nombre des problèmes du développement dans les pays les plus pauvres que nous affrontons tient à cet insuffisant accès des femmes, des jeunes filles, des enfants à l'éducation. Donc il va falloir qu'on arrive à faire passer, dans un contexte qui ne sera pas évident, il me semble, cette priorité éducative. Il y a un troisième point que je voudrais évoquer, qui me semble être une priorité sur laquelle j'espère que nous arriverons à nous entendre, c'est la problématique de l'emploi. Sur le continent africain, nous allons avoir, d'ici à 2050, à peu près 450 millions de nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi. Faisons une minute de silence. Mais allez, 5 secondes de silence. C'est invraisemblable. On n'a jamais assisté à une telle arrivée de jeunes sur le marché du travail. Aujourd'hui, avec une croissance économique entre 4 et 5%, qui est déjà une projection relativement, enfin, qui est, disons, modérée, on sait qu'il va y avoir à peu près 200 millions de créations d'emplois spontanés. Donc on sait d'ores et déjà qu'il va manquer à l'appel 200, 250 millions d'emplois. En fait, ces gens qui n'auront pas accès à ces emplois seront dans le secteur informel ou ils seront sur les routes, à 70% à l'intérieur de leur zone géographique proche, à 90% à l'intérieur du continent africain et à 10% sur des migrations lointaines. Nous avons un enjeu majeur sur l'emploi qui ne peut se traiter au passage que par des instruments différenciés. Bien entendu, il va falloir de la formation, bien entendu, il va falloir des infrastructures, bien entendu, il va falloir la création d'entreprises, et ça, on va le traiter à des manières différentes. Et puis un dernier point,
Je crois que là aussi, j'aimerais qu'on puisse s'entendre là-dessus. Il faut qu'on renouvelle notre approche des territoires. La France a eu une aide publique au développement extraordinairement peu et mal géographisée. Et du coup, on a su finalement traiter ni de manière efficace la problématique des villes, ni vraiment la problématique des territoires ruraux. On n'a pas su les aborder et je voudrais faire le lien avec M. Cambon sur ce point, parce que de la même manière qu'on ne traitera pas le sujet de l'éducation et le sujet de l'emploi sans un partenariat extraordinairement dense avec la société civile, du Nord comme du Sud, et avec les ONG, on n'arrivera pas à traiter la problématique des territoires sans une mise en avant et un pas en avant important des collectivités locales françaises. Donc on voit bien... Elles se plaignent de leur dotation en baisse. Alors qui par ailleurs vont avoir à faire face effectivement aux problèmes de rigueur budgétaire qui va affecter tout l'État français. Donc on sait que sur la coopération décentralisée, il va y avoir des problèmes importants. Et pour ma part, je serais extrêmement heureux qu'on puisse arriver à créer à l'intérieur d'un dispositif d'aide publique au développement en augmentation une forme de guichet qui permette d'appuyer la coopération décentralisée, ce qu'on n'a pas vrai, parce qu'on a réussi à faire uniquement de manière embryonnaire. Hein. C'est une espèce de petite... voilà. Donc ce qu'on peut voir, et puis je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas occuper trop le terrain, bien sûr, mais... Donne un peu de temps à la salle. Voilà, ce que je voudrais voir, c'est que pour arriver à tout ça, il va falloir travailler de manière partenariale. Il faut qu'on arrive à faire travailler la société française dans son ensemble, ses collectivités locales, ses entreprises, ses pouvoirs publics, ses agences, ses ministères. Et je pense qu'une des plus grosses difficultés que va avoir le futur président et les responsables politiques qui vont l'accompagner, le ministre en charge du développement, ça va être d'organiser cette mobilisation. Et s'il y a quelque chose que, de notre côté, nous espérons pouvoir faire, je dirais cette valeur ajoutée que nous aimerions pouvoir apporter, peut-être dans cet aspect ni droite ni gauche, mais un peu tout le monde, c'est essayons de retrousser les manches ensemble. Essayons d'organiser une démarche partenariale, essayons d'être ensemble, en marche pour ce travail de solidarité. Je vous donne 1 minute à peine, Pascal Cherki, parce que je voudrais qu'on entende la salle. Je vais être très court parce que je vais répondre à 3 points qu'a dit M. Severino et les nuancer. Premier élément, oui, bien sûr, il faudra qu'on se batte après, bien évidemment. Enfin, il y a des fois où c'est plus facile de gagner des batailles de conviction que d'autres. Moi, je sais que je n'aurai pas de problème avec mon candidat à le convaincre, puisqu'il l'a dit, il a pris cet engagement avant que je vienne là. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre des engagements clairs. Et nous, je rappelle, 0,7 et à la fin du quinquennat, quand on aura atteint les 0,7, une loi. Voilà, une loi qui le dise. Voilà, ça devient une obligation légale de tous les gouvernements. Tu verras, c'est plus facile si on fait ça que si on n'a pas des instruments pour nous aider concrètement, budgétaires et juridiques pour le faire. Deuxième élément, moi j'insiste là-dessus. C'est une question fondamentale, la question budgétaire. Moi j'ai vécu une expérience. Tu parlais de tes 30 ans d'expérience, moi j'en ai moins, mais j'ai été contacté par une ONG au Parlement européen, l'Europe Parliamentary Forum, qui s'occupe des problèmes de population, et notamment des populations concernant l'accès au bien-être et à la santé reproductive des femmes. C'est-à-dire en gros, c'est un terme euphémisant pour dire droit à l'avortement, droit à la planification familiale, droit à la maîtrise de leur corps. Bon. Ils m'ont contacté l'année des 40 ans de la commémoration de la loi Veil. Et ils m'ont dit, vous savez, on a besoin d'un coup de main, il faudrait que la France mène 200 ou 300 000 euros de plus dans un fonds de l'ONU, parce qu'avec les effets de cofinancement, on peut faire plein de choses. Et nous, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans l'Afrique anglophone, il y avait des bien meilleurs résultats que dans l'Afrique francophone, parce que les Anglais, eux, ils mettaient de l'argent. Et ils ont dit, les Français, c'est génial, M. Severino. Ils sont impeccables pour les principes. Impeccables. On les a toujours avec nous au Parlement européen pour nous aider à lutter contre les Maltais, les Polonais, tous ceux qui veulent remettre en cause l'avortement. Mais dès qu'il faut passer à la caisse, ils sont déjà moins présents. Bon. Et donc, à l'arrivée, le bilan sur les questions à un moment donné de maîtrise de leur corps, c'est qu'on avait des moins bons résultats que l'Afrique anglophone. Donc, moi je le dis, il faut passer à la caisse. Voilà. Et deuxième élément, non mais d'accord, donc 0,7, c'est pas un vœu pieux. Et le troisième élément et je le dis parce qu'on l'a obtenu cette année. Moi, je suis allé voir Hérault, je lui ai dit, écoute Jean-Marc, avec tout ce qu'on a fait des parlementaires, pour éviter que tu aies un bilan déshonorable sur l'APD, tu seras le seul ministre qui pourra dire que ça a augmenté, donne-moi ma commission. Et ma commission à moi, c'était donne ce pognon à ce fonds, et ça a été réaugmenté. Je dis ça pour l'anecdote, mais oui, la bataille, il y a. Le troisième point, c'est les collectivités locales. C'est fondamental. Moi, j'ai été adjoint au maire de Paris pendant 8 ans. Alors, je n'ai pas ton expérience de 30 ans dans l'aide au développement, dans les agences d'État. Moi, j'en ai une comme élu local. Qu'est-ce que j'ai vu ? Ce que disait Christian, il a raison. Oui, les collectivités font ça de plus en plus.
elles le font, par exemple. Elles font, nous, ce qu'on a fait, c'est de la formation de cadres là-bas. Parce que comme on a beaucoup de fonctionnaires, c'est très bien, les fonctionnaires, il faut les garder, les fonctionnaires locaux. On en envoie quelques-uns qui vont dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine, du ramassage d'ordures, dans le domaine des transports, avec la RATP ou d'autres. Et on envoie des fonctionnaires de la ville de Paris, on forme des cadres, et après, ces cadres forment d'autres cadres. Donc c'est tout ce qu'on dit, transfert d'expertise, parce qu'il faut que l'expertise vienne du terrain. Et on donne aussi des subventions. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que qu'est-ce qui va se passer si on réduit les dotations aux collectivités, ce que disait Mme Pulvar ? Et moi, j'ai vu déjà l'effet qu'il y a eu. Dans ce quinquennat, on a réduit de 10 milliards d'euros les dotations aux collectivités globalement. Quels sont les arbitrages que font les collectivités qu'elles peuvent avoir la tentation de faire, quel que soit leur engagement, ni droite ni gauche pour l'aide au développement, mon ami. C'est quoi ? C'est que d'abord, tu penses à tes électeurs. Donc tu dis, ah bah mes crèches, parce que sinon, ils ne vont pas voter pour moi. Mes écoles, mes gymnases, mes routes, mes ronds-points, mes maisons de retraite. Et donc, on a beaucoup de cœur pour ceux qui meurent en Afrique, mais bon, ils ne votent pas. Voilà. Et donc, si tu en rajoutes encore 10 milliards comme tu veux faire, parce que 10 milliards, c'est 5 fois les 2 milliards d'euros que tu vas filer au haut patrimoine en supprimant du calcul des déficits les valeurs mobilières, parce que ça représente 2 milliards sur l'ISF, et ben tu verras ce que feront les collectivités locales entre la personne qui dans sa ville vote parce qu'il y a les places en crèche, il y a les subventions au club sportif, les subventions culturelles. Au Burkina Faso, bon courage, on pensera moins à vous. Voilà. Je m'excuse de le dire, mais il faut être concret à un moment donné. Parce que j'aimerais vraiment qu'on entende la salle. Georgi Kuzmanovic, vous vouliez ajouter un mot ? Oui, je voulais ajouter un mot en rappelant que nous, ce que nous souhaitons, c'est une approche globale de tous ces problèmes. Quand on dit qu'il faut mettre un arrêt aux causes des guerres et aux causes des migrations, c'est pour ça que nous voulons renforcer l'aide aux PMA par les APD. Et nous voulons qu'on lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, pour les égalités hommes-femmes, parce que c'est ça qui crée les conflits et les migrations. Nous souhaitons renforcer l'ONU, et je souhaitais en reparler ici, et ça, logiquement, pour nous, ça implique de sortir du FMI, de sortir de la Banque mondiale et de l'OMC, qui sont des fauteurs de troubles et de guerre à l'échelle mondiale, et plutôt d'adopter, de réfléchir à la proposition qui a été faite par les BRICS, d'une nouvelle banque de développement mondial qui devrait être étudiée et voir en quelle mesure elle ne peut pas aider au développement. Ce qui veut dire aussi renforcer la CNUSED. Et j'ai parlé des autres possibilités faites par l'ONU. Ça m'amène à la dette. Je vais conclure rapidement. Vous parliez, monsieur Combon, de Philippe le Bel. Je crois que pour Philippe le Bel, c'était plus compliqué de lutter contre les Templiers adossés à la Commission européenne d'alors, qui était le Vatican, plutôt qu'à nos dirigeants actuels de réduire la dette, d'autant qu'il y a des mécanismes intéressants, encore une fois à l'ONU, tels que proposés pour la restructuration de la dette souveraine, tels que proposés par l'Argentine en 2015. Merci.